les sports, c'est sur Radio Sport. Radio Sport. J-100. Regardez ce micro. Non, mais remontre ce que tu as montré, Michael. Ça, c'est le micro de Radio Sport, tu vois, qui est pour l'instant dédié à un invité mystère, qui sera là tout à l'heure avec nous, mais c'est un invité mystère. Maintenant, tu peux zoomer sur Étienne Bonamy ou Christophe Paco. Tu as choisi Christophe Paco. Je te comprends, mais il n'y aura rien entre nous. Je ne te donnerai pas mon 06. La grande déambulation, la circulation également de la voiture, la 2 chevaux, tout à l'heure à 17h, on va y revenir, qui va se rapprocher du Parc des Princes, puis de Roland-Garros, où nous retrouverons Raymond Domenech pour les hommes du football, pour les demoiselles, David Ducci, entraîneur adjoint de Hervé Renard. On parle à boxe avec Jean-Philippe Lustig après 17h. Et Fabrice Santoro sera avec nous pour parler tennis à Roland, le dernier grand défi de Djokovic ou de Nadal encore. Qui sait? Puis on terminera 18h-19h avec un passage par l'Arena Nord, tout en haut, pour parler de badminton, de gymnastique rythmique. Et puis, avec Cyprien Beytou, qui est au Palais éphémère, nous vous dévoilerons, mais vous les avez déjà vus, on reviendra donc sur le nouveau look de notre équipe de France, hommes et femmes, pour la cérémonie d'ouverture, les nouveaux costumes. Mais d'ici 17h, place au tennis de table et au volley. Alors, il y a les deux volley, hein, Étienne, il y a... pour fermer la fenêtre, bien sûr. Les deux volets. Il y a donc le volleyball normal et il y a le beach volley qu'on adore. Le beach volley, exactement, qui est arrivé au jeu en 1996 à Atlanta. Très bien. On est très bon au volley, hein, parce qu'on est avec Laurent. On est champion olympique. On est juste pas mal, quoi. Oui, on est comment en beach volley? En beach volley, les qualifications en ce moment. D'accord. Voilà, il y a un tournoi en Amérique centrale. On n'a jamais été champion olympique encore. Non. Alors, je ne sais pas si les gens aiment le beach volley. On peut peut-être prendre des champions qui sont en pleine qualification. Grâce à Jules, on va se rentrer qui nous donne un grand coup de main aujourd'hui, notre community manager. On va là à Toulouse, il y a un club qui s'appelle Vaincra, c'est bien ça, Jules, hein, Vaincra, c'est bien, c'est une bonne idée. C'est un bon nom pour du volley. Ah, oui. On va retrouver Manu Prost qui est avec nous. Bonjour Manu. Bonjour. Mais ravi d'être avec. Racontez-nous votre club à Toulouse. Il est sur la plage. Il est où votre club? Non, il est au Crêpes de Toulouse et c'est Beach Volley Vaincra. D'accord. C'est un club associatif pour permettre à tout le monde de venir taper la balle et avoir des sensations de beach. Donc on a une structure qui est vraiment exceptionnelle. On a une grande halle qui contient de sable. Ben oui. Il y a 4 terrains avec du matériel fantastique et il y a 4 terrains extérieurs également. Le plus dur, c'est quand même le beach volley par rapport au beach, parce que quand t'es par rapport au volley normal, t'es sur du dur, du solide. Parce que quand tu vas courir 5 minutes sur le sable, c'est compliqué. Pour vous, c'est plus complexe aussi de faire du beach à 2 ou à 4? C'est un volet différent. On est obligé d'être beaucoup plus précis, de bien connaître son partenaire, parce qu'il y a une manière de jouer qui est beaucoup plus contrainte, on va dire. On peut faire beaucoup moins d'erreurs. Et de la lecture de jeu pour éviter de se fatiguer. Effectivement, dans le sable, on a tendance à s'épuiser plus vite. Du coup, c'est une gestion de l'énergie qui doit être prédominante dans ce jeu, en fait. C'est le beach volley est exige énormément de rapidité, énormément de précision, peut-être plus que dans le volley classique où il y a un peu plus de tactique, parce que est-ce qu'on a le temps vraiment dans le beach volley entre la réception préparer et attaquer aussitôt, est-ce qu'on a le temps d'avoir une tactique que l'on voit en place au volley? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'il faut arriver à jouer, à mettre la balle au bon endroit pour que le partenaire arrive à voir la vision du jeu en face où sont placés l'équipe adverse pour mettre le ballon là où ils ne sont pas. Donc c'est pas comme le beach, le volley en salle où on va être beaucoup plus violent et on va attaquer beaucoup plus souvent. Là en fait on va placer plutôt les balles dès qu'on est un peu en retard sur le ballon ou que le ballon arrive pas au bon endroit, est plus court et plus long. En fait on va placer le ballon plutôt que le frapper et la mettre dehors ou la mettre dans le filet. Donc c'est beaucoup plus tactique et c'est là où il faut avoir un peu d'expérience pour faire jouer et placer les balles là où l'adversaire n'est pas. Alors
beach volley et volley, c'est comme rugby à 7 et rugby à 15. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont faits pour le beach volley, joueurs ou joueuses, hein, est-ce qu'il y en a qui s'y adaptent pas du tout, et inversement des joueurs de beach volley qui n'ont jamais percé ou qui n'ont jamais eu un très haut niveau en volley classique? Oui. Je pense que tous les cas sont possibles. Moi, je connais des très bons joueurs de salle qui n'arrivent pas sur le sable, et inversement des joueurs de beach qui n'arrivent pas à aller sur un terrain parce que c'est dur, parce qu'il y a trop de monde. Donc oui, tous les cas se présentent. Moi, je pense que c'est complémentaire. Ça veut dire que si on est un joueur de salle, jouer au beach va permettre de travailler son geste, son toucher, pour être précis à chaque contact de balle, et pas juste faire une réception moyenne pour l'envoyer sur le passeur. Il faut s'appliquer surtout. En fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça demande. Bon, déjà, on n'est que 2 sur le terrain. Oui, c'est ça. Donc, il faut que ça soit une paire qui s'entende très bien. Oui, ou qui a été bien formée. Ça veut dire qu'il y a des gammes de comment on réceptionne, où est-ce qu'on réceptionne, où est-ce qu'on envoie la balle, le passeur, où est-ce qu'il lève la balle, comment il lève la balle. Donc ça, c'est des gammes qu'il faut. Il y a des codes. Il y a des codes comme au tennis en double. On met les doigts derrière le dos, tout ça. Exactement. On annonce le bloc, on annonce l'attaque. C'est ça. Et on parle énormément sur le terrain, contrairement au volley en salle, où en fait on parle pour rassurer, pour indiquer, pour renforcer l'engagement. On parle énormément, en fait. Ah oui, c'est mixte au fait, parce qu'on sait qu'il y a des paires de doubles masculines et comme féminines. Est-ce qu'il y a des mixtes en ce moment? Parce que je vois que le 20 km marche, on va le faire en double mixte. En compétition, non. Je dirais non. Mais en ski, vous voyez, par exemple, en ski, ça existe de plus en plus avec cette parité dont on parle beaucoup. Voilà, je me demandais s'il y avait des preuves. Alors nous, en compétition, on fait des tournois ici. Moi, je participe à du S3. Donc là, il y a des tournois en mixte. Mais sinon, plus au-dessus, j'en ai pas vu. Mais c'est à confirmer. Le volleyball a ce côté, cette tradition universitaire, et le beach volley a cette image aussi collée aux vacances, à la plage. Au maillot de bain, tu veux dire? Au maillot de bain. Je parle du film Camping et du grand ami de Christophe Paco, Fabien Antoniente. Je signale demain que je suis en tournage avec Fabien Antoniente et notre ami Laurent Fournier. On va jouer le rôle de commentateur de Radio Sport, tu vois. Mais pour faire du football. Mais je vais bien commenter le beach féminin et masculin. Voilà. Mais cette image un peu pas de loisir, mais de sport extérieur dans un site généralement agréable, est-ce que c'est quelque chose qui ramène du monde, qui ramène des licenciés, ou seulement de la pratique loisir? Oui, ça ramène du monde. Alors à Toulouse, moi, le B2V joue au Crêpes. Mais sinon, moi, je joue aussi régulièrement à côté du stadium. Il y a un gros complexe sportif gratuit qui est ouvert toute l'année à tout le monde. Et il y a 3 terrains de beach. Et là, il y a en ce moment, les beaux jours arrivent. Il y a tous les jours, il y a 50 personnes qui sont là pour jouer, quoi. Ah, génial. Que ce soit du loisir, des étudiants, des gens qui ont envie juste d'être là. Et c'est vrai que l'ambiance, c'est soleil, torse nu, musique. Oui, c'est l'ambiance, quoi. Et oui. Non, mais il y en a pour tous les goûts. C'est ça qui est formidable dans ces Jeux Olympiques et dans ce sport que vous représentez si bien pour le grand public, qui est le beach volley. Et je ne savais même pas qu'il y avait comme chez vous, à Toulouse, un endroit, un concept où on peut jouer. C'est une grande halle magnifique. Beach volley vaincra. Oui.
C'est ça. Eh ben c'est génial. Merci d'avoir été avec nous et suivez-nous sur Radio Sport. On parlera de vous quand vous le souhaitez. On parlera de beach parce qu'on adore ça puisqu'on va le commenter pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Merci d'avoir été avec nous, Manu Prost, d'avoir pris du temps sur Radio Sport aujourd'hui. Émission spéciale J-100, tous les sports représentés. Du basket avec Richard Dacoury tout à l'heure. Jusque Fabrice Santoro, on parlera tennis avec lui, encore Raymond Domenech pour le foot espoir. Et on parle aussi des sports, puisqu'on va parler de tennis avec Fabrice Santoro. On va se mettre sur la table, si tu me permets. On va jouer au tennis de table cette fois. Exactement. Étienne Bonamy, tu nous présentes notre invité parce que je sais qu'il te tient à cœur. Oui. Nous allons accueillir Christophe Legout, ancien international français. J'aime pas que tu dis ancien. Référence du table. Christophe. Bonjour Christophe. 3 Jeux Olympiques. Christophe, vous me reprenez si j'oublie des titres. Et puis, la grande équipe de France, quand il y avait Patrick Chila, Jean-Philippe Gatien, et je cherche le 4e qui était avec vous. Et puis... Damien on a un petit problème de connexion. J'ai pas entendu le nom, vous dites, Christophe ? Damien Eloi. Oui. Très bien. Damien Eloi. Voilà, pardon pour Damien Eloi, cette omission. Saint-Éloi. Et puis maintenant, vous êtes à la Fédération française de tennis de table. Et j'ajouterai un accessite qui est tout à fait... hors compétition, mais vous êtes aussi l'oncle d'Alexis, des frères Lebrun, pardon. Et c'est pas rien non plus, puisque c'est, dire une forme de transition, puisqu'ils sont attendus pour relancer le tennis de table français pendant les Jeux. Oui. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ça y est, on vous entend. Vous êtes dans quelle gare là ? Parce que je ne reconnais pas la gare. Ok. Gare de l'Est. Gare de l'Est, d'accord. Je fais Bordeaux. Avec le président de la fédération. Et du coup, effectivement, oui, c'est les enfants de ma sœur jumelle. Et en plus, le papa était mon partenaire de double, mon partenaire de chambre à l'INSEP. Et en même temps, mon entraîneur. Oui. Voilà. Lebrun, Legout, c'est quelque chose. Ils ont été biberonnés tout petits à l'excellence et à la comment ça s'appelle, pas la compétition, mais à l'exigence. Ouais, pardon, j'ai un peu bougé, je pense que ça sera mieux. Oui, voilà. Là c'est bien. Voilà, là vous êtes parfait. Et du coup... Non mais Étienne, vous demandez simplement si... parfait. Ils sont habitués. Ils sont habitués, les enfants Lebrun, quoi, par rapport... C'est cette famille, quoi, de toute façon. On joue tout le temps. Ouais, ils ont vécu... Enfin, ils sont nés quasiment avec une raquette de ping dans la main. Il y a des images... Ça coupe un tout petit peu. Ça coupe un peu. Ça peut arriver. Ils ont toujours grandi dans la salle de ping. C'est vrai qu'ils ont bien grandi avec cette raquette dans la main. Vous dites raquette de ping, t'as vu ? Oui, ping. Ouais. Il y a une différence entre ping et pong, finalement ? Excusez-moi, mais... Ouais, alors, du coup, c'est peut-être pour ça, il y en a un qui joue en prise orthodoxe, l'autre qui joue en prise porte-plume, pour faire le ping et le pong. C'est fou d'ailleurs de jouer différemment comme ça, c'est pour 2 frères. Parce que c'est naturel quand on débute de prendre d'avoir une prise quand on est jeune et de la garder tout le temps, ou ça se travaille ? Ou c'est le coach qui vous dit t'es meilleur comme ci ou comme ça ? Non, en général, la majorité, enfin 99,9% des joueurs français jouent avec une prise orthodoxe. En fait, Félix, au moment où il était tout petit, quand il venait nous voir jouer avec son papa, on jouait avec un partenaire qui avait une prise porte-plume qui était un joueur chinois, et donc il a commencé comme ça. Et j'ai envie de dire, l'intelligence de son père, de l'entourage, ça a été de le laisser faire, alors que c'était pas du tout habituel en France. Ouais. C'est une bonne chose, c'est à la limite laisser le talent s'exprimer ou ne pas brimer, comme on disait les gauchers à qui on attachait le bras pour pas qu'ils écrivent de la main gauche, pour les sportifs écrire la main droite. Exactement, c'est du même acabit. Ce qui est formidable, c'est qu'on a beaucoup de chances de médailles, comme à votre époque, pour le tennis de table, et ça se passe en plus en France. Quelle chance on a de les avoir, comme on avait votre équipe à l'époque. On en est conscient, c'est une pression supplémentaire de jouer à Paris ? Vous l'imaginez ?
J'imagine. Après, personne peut vraiment le dire. C'est-à-dire que il y a eu les Jeux avant. Enfin, personne n'a vécu les Jeux à Paris. Les derniers, c'était il y a 100 ans. Les pongistes japonais ont vécu Tokyo en fait sous Covid. Il faudrait demander peut-être au pongiste qui est un des principaux adversaires des Lebrun, c'est Hugo Calderano, le joueur brésilien, qui lui a vécu les Jeux au Brésil dans son pays avec la pression médiatique et tout ça. Donc je pense que c'est le meilleur, même si c'est un adversaire, c'est sans doute le meilleur allié pour donner quelques infos par rapport à ça sur cette gestion de tout ce qui est entourage des Jeux, parce que la compétition en fait en elle-même c'est la même qu'une compétition classique, c'est tout ce qu'il y a autour qui est vraiment différent. Oui, c'est clair. Alors, évidemment, il y a l'épouvantail chinois en termes de concurrence, puisque Félix, il est 5e et devant, il y a 4 joueurs chinois. Est-ce que c'est un plafond de verre quand on est joueur, en se disant on peut jamais battre les Chinois? Ça lui est arrivé, hein. Mais est-ce que c'est dans le milieu du ping, est-ce que vous dites à chaque fois, voilà, on va être le premier de celui qui sera derrière les Chinois? Ouais, c'est plus un plafond de verre. Par contre, la difficulté, c'est de les battre les uns après les autres, c'est-à-dire d'en battre 2 ou 3 à la suite. Et ça, il n'y a qu'un joueur européen qui l'a fait, c'est Timo Boll, la légende allemande. L'allemand, oui. Et c'est ça où va résider la difficulté. Alors justement, je suis désolé, il faut que je me rapproche de mon train, sinon. Mais bien sûr. Christophe, Mais... merci mille fois. On reparle du ping-pong bientôt. Il y a un Kesako magnifique sur notre site Radio Sport aussi. On adore ça, le ping-pong. Voilà, moi, j'arrive pas à battre mon voisin qui a 80 ans et qui est un grand champion. Mais je vais y arriver un jour. Je me bats à chaque fois. Voilà. Merci d'avoir pris du temps et je prendrai un cours chez vous bientôt. Merci à vous. Merci Christophe. Merci. Et il est bientôt 17h, dans même pas une minute maintenant. On va prendre la direction du Grand Palais, Étienne Bonamy, parce qu'il va se passer quand même des choses ce soir avec ce défilé tant attendu. Et puis également, il y a Raymond Domenech qui est en train de m'appeler sur mon... Tiens, si tu peux, Jules, répondre à Raymond pour lui dire que c'est dans 5 minutes le direct, d'accord? Tiens, prends mon téléphone. Raymond, ne quittez pas, on est en direct, bougez pas. Voilà, comme ça c'est fait. Et ensuite, on va retrouver la 2 chevaux, qui est déjà prête peut-être, tu me dis, Michael, si on a la 2 chevaux? Oui. Ouais, mais ils sont là. Alors, j'en reconnais. Alors là, attention. Mesdames, messieurs. Voilà. Il va s'évanouir. J'ai annoncé hier, je vous le dis franchement, secret d'alcôve. Hier à déjeuner, j'ai dit que ton équipe en bois en ce moment, le Paris Saint-Germain, depuis le début de l'année, qui n'arrive pas à se trouver, tu sais pas si l'entraîneur va bien ou autre. Ne t'inquiète pas, tu iras jusqu'au bout cette année. C'est l'année où jamais, tellement vous êtes mauvais. Et t'as vu, il a fallu un carton rouge pour que tu gagnes. Jérôme Armand. Un carton rouge qui était mérité, Monsieur Paco. Les péripéties font partie devant. du jeu. Mais bien sûr. Alors vous savez quoi, les péripéties? Là-bas à côté, il y a déjà des youtubeurs allemands qui viennent de Dortmund qui sont venus filmer parce qu'ils savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Voilà. Mais ce qu'on voulait vous dire avec Karine, on est devant le stade qui est effectivement le stade résidence du Parc des Princes du PSG. Attention, t'as des fans derrière toi. Il y a des fans. Non, de l'autre côté. De l'autre côté, oui. Et c'est un stade qui va accueillir un des 8 stades, 7 plus le Stade de France, oui, qui vont accueillir les épreuves. Karine va nous en parler. Ceci dit, moi, ce que je voulais dire par rapport aux Jeux Olympiques, c'est que ce stade a été bâti par un architecte, conçu par un architecte Roger Robert, ou Roger, je sais plus. En tout cas, c'est lui aussi qui a construit le stade olympique à Montréal. Donc voilà, on reste donc dans les Jeux Olympiques. Voilà, ça s'affole là-bas parce que les supporters de Dortmund croisent les supporters du PSG. Voilà, le match est déjà lancé. Montre-moi Mehdi qui est à la caméra. On est plus dans les Jeux Olympiques. Ouais, mais on échange des numéros, les numéros de portable. Ça va être une super finale. On échange des numéros pour aller parler foot au moment de la demi-finale. C'est bientôt au 30 avril et le 5 ou le 6, je me rappelle plus. Alors Karine, ici, parle-nous des stades dans lesquels ils arrivent, Karine, je te préviens. Karine, méfiez-vous. L'oreillette et voilà. Mais alors, dans un des stades foot, donc les autres, il y aura la Beaujoire de Nantes, Groupama Stadium Lyon, Matmut Atlantique Bordeaux, Geoffroy Guichard Saint-Étienne, l'Alliance Riviera Nice, l'Orange Vélodrome Marseille. Et alors, on a parlé pas mal de foot masculin. Il y a les féminines. Qui est entré au jeu en 1900 à Paris, mais il y a le foot féminin
qui a fait son entrée aux Jeux d'Atlanta en 96 et qui vont être performantes cette année, j'en suis sûre. Ouais. Oui, Elle a raison, Karine. Elle a raison. Je reprends l'oreillette. Il y a vraiment des chances de médaille, hein, aussi bien pour l'équipe masculine entraînée par Thierry Henry et puis l'équipe féminine entraînée par l'ami Renard, le malin, le goupil. Donc voilà, il y a des chances, hein, aussi bien. Ils vont rentrer dans le Parc des Princes, les Allemands là-bas. On aura tout vu aujourd'hui. Voilà, donc c'est un beau stade, 7 beaux stades plus le Stade de France. On va avoir je suis sûr, un beau tournoi olympique et pour les hommes et pour les femmes. On n'en doute pas, Étienne on n'en doute pas. Christophe. On va recevoir dans quelques instants, dès qu'il sera connecté, Raymond Domenech, qui a connu les Jeux Olympiques, lui aussi, l'ancien entraîneur de l'équipe de France. Et puis David Ducci, ça va faire plaisir à Karine, parce que c'est l'entraîneur adjoint d'Hervé Renard pour les demoiselles. Et toi, tu vas partir, je sais, après la boxe, on va évoquer la boxe avec Jean-Philippe Lustig, vers 5h30, tu vas partir vers le stade de Roland-Garros. On va vers le stade Roland-Garros. Oui. On va vers le stade Roland-Garros où il y aura du tennis et de la boxe. Et effectivement, tu parles de Jean-Philippe Lustig qui va nous en parler mieux que nous. Mais on file là, voilà. Dans une demi-heure, on se retrouve à Roland-Garros. Ouais, ça serait bien parce qu'on aura le patron, en plus du 2 chevaux Méhari Club de Cassis qui sera avec nous. Comme ça, on lui montrera sa voiture devant Roland-Garros, d'accord ? Tu dis à midi. 17h30, on se retrouve devant Roland-Garros. Avec grand plaisir. On me donne 17h45. Je donne un petit quart d'heure de rap. 17h45, ça te va ? Oui, parce qu'après, il faut qu'on aille à Porte de la Chapelle. Oui, quand mais même, la photo sera belle et tu iras prendre les embouteillages. Ah oui, la photo sera belle. T'as un apéro, t'as quelque chose, non? C'est bon. Non, il y a un train pour. Il y a un train pour madame. Après pour madame, elle doit rentrer. Karine, mais elle peut courir, hein, tu sais, elle sait faire. Hein. Un petit marathon, ça ne fera pas de mal ce soir. Merci à tous les deux. À tout à l'heure. On va aller dans quelques instants retrouver Cyprien Beytou qui est au Grand Palais éphémère pour retrouver tous les sportifs autour de lui. Il a déjà rencontré plein de personnes que vous retrouvez, quelques grands champions de devenir qui seront certainement médaillés, que vous retrouverez sur Radio Sport tout au long de cette fin de semaine. Vous me dites en régie si on peut retrouver Raymond Domenech tout de suite ou si on va retrouver Cyprien. Vous me dites, je m'adapte. Qu'est-ce que vous préférez? Cyprien. Alors Cyprien Beytou, qui est donc tout près de la Grande Verrière, qui est donc au Palais des Sports éphémère. Tu nous racontes un petit peu l'ambiance, que ça doit monter en puissance avant le grand défilé, c'est ça Cyprien? Ouais, déjà quelle chance de passer devant Raymond Domenech, merci. Merci. Ouais, alors moi j'ai essayé de passer une fois avec lui en faisant une roulette, c'était au Sable d'Olonne. Mon nez s'en souvient encore, si tu veux, dans le sable, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, d'accord. Tout s'explique. Non, mais du coup, oui, en effet, plein de sportifs qui sont arrivés. On a vu des escrimeurs, des boxeuses, donc olympiques et paralympiques. L'ambiance monte, les confrères font des one-to-one ou alors des zones mixtes. Alors des one-to-one, t'expliques. One-to-one pour les gens qui nous écoutent. One-to-one, c'est de tête-à-tête avec les sportifs. Voilà, donc presse écrite, radio, télé et maintenant évidemment aussi les médias sur les réseaux sociaux. Comme nous, les pure players. Exactement, vous retrouverez évidemment des sons avec notamment Estelle Mosley, la boxeuse, ou encore l'escrimeur Yannick Borel. Voilà, donc ça c'est à retrouver sur Radio Sport dans aujourd'hui, dans la soirée. Le temps qu'on finisse depuis 9h ce matin, on va attendre un tout petit peu pour les remettre. Ah, on va se poser 2 minutes, tu vois ce que je veux dire? Évidemment. Prendre un grand verre d'eau. Mais voilà, ça sera à retrouver, il faudra pas louper. Et puis voilà, les sportifs sont vraiment impatients, concentrés. C'est marrant, il y a de l'excitation, mais il y a aussi beaucoup de concentration. Déjà ils se rendent compte que c'est dans 100 jours, mais ils sont encore focus sur leur préparation. Ils veulent pas trop se dispersés, donc ils sont vraiment concentrés, c'est hyper intéressant. Mais par contre ils sont tous très fiers de faire partie de cette grande famille Paris 2024 et de cette grande délégation. J'ai un petit débat que j'aimerais initier avant de retrouver Raymond Domenech sur la place des Paralympiques, parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns aujourd'hui, ce qui est très bien les associer, mais c'est pas leur J-100. On est d'accord? Non, c'est pas leur J-100, ils le disent, mais ils disent aussi que les Jeux Olympiques commencent dans 100 jours. C'est-à-dire que leur compétition est un peu plus tard, mais l'Olympiade commence dans 100 jours. Donc voilà. Et puis, ce qui est bien, c'est que ce soit des sportifs valides ou paralympiques, les deux se sentent concernés pour faire partie de la grande délégation France, et ça se ressent dans le discours. C'est-à-dire que Yannick Borel en a parlé, il dit voilà, moi je serai à fond durant les Jeux Olympiques, et après pour les Paralympiques, j'irai voir les copains, je vais suivre un peu les qualifications, les médailles. Et donc du coup, il y a un vrai sentiment d'appartenance à cette grande famille, et ça se ressent de plus en plus. Ça ne fait que monter. Hein. On n'est qu'à 100 jours du début des Olympiades et pas des Paralympiques, c'est un peu plus tard. Vas-y pour le débat, Étienne. Et puis non, il y a quelque chose, c'est que la tenue Berluti qui va être présentée, elle habille aussi bien
la délégation olympique que la délégation paralympique. Dans les premières photos qui sont sorties ce matin, on voyait Pauline Desrouledes et Alexis Anquincan qui seront aux Jeux Para, comme on voyait Antoine Dupont et Léon Marchand dans ces tenues-là. Donc ça concerne tout le monde embarqué là-dedans, même si, on le rappelle, le J-100 des Paras, c'est le 19 mai. Le dimanche de Pentecôte. On fera quelque chose, parce que c'est ça. Je trouve que c'est bien de mettre, tu vois l'accent, Cyprien, sur ce J-100 paralympique, mais je comprends l'histoire de l'Olympiade et du défilé, bien tous sûr. ensemble et puis, avec les costumes. Encore une fois, ce qui est important de souligner, c'est que durant cette zone mixte, il y avait vraiment à peu près le même nombre de sportifs valides ou paralympiques. C'est vraiment là où c'est important de le signaler. C'est pas, on n'est pas que sur le J-100 des Jeux Olympiques. D'où le débat, bien sûr. Hein. Et je rappelle aussi que comme les États-Unis et comme le Danemark, la France, depuis Tokyo, c'est une seule équipe de France. Voilà, donc ça, on lit le plus possible, même si les deux rendez-vous sont distincts. Voilà, c'est une équipe. Je retiendrai dans l'intervention de Cyprien quand même le fait que tout le monde est déjà concentré, tu vois, on n'est pas là que dans le plaisir de se retrouver, de prendre des petits fours et tu vois, et boire un coup. Non, on est déjà dans l'action, on est à J-100. Merci à toi, Cyprien. Je me permets juste de rajouter un petit détail, ce qui fait que aussi la grande famille France, que ce soit paralympique ou olympique, vivent bien ensemble, c'est que les primes qui ont été annoncées sont les mêmes pour les deux Jeux Olympiques. Voilà. C'est important de le souligner. Comme au tennis, la parité, quand tu gagnes, voilà. 2 millions Roland-Garros. Mais voilà, je voulais juste le rajouter parce que c'est important de le souligner aussi. Très bien, merci Cyprien. Tout à l'heure, 18h pour une grande photo. Et tu prépares, tu nous fais un peu du Christina Cordula, tu vois, tu nous expliques un peu la tenue, d'accord ? Évidemment. Jusqu'au ceinturon, la totale, les mocassins. Tout. Les mocassins. Raymond Domenech a dû se connecter, ça y est, l'entraîneur, l'équipe de France, bien sûr, pour jamais, pour toujours. Bonsoir Raymond. Bonsoir. Ah oui, que de souvenirs avec Raymond Domenech, et ça remonte aux espoirs notamment. C'est pas quand il jouait à Lyon, tu vois, Étienne Bonhomme, tu l'as connu à l'époque, tu vois, il jouait défenseur. Le siècle dernier, ça c'est le siècle dernier. C'était le siècle dernier. Non, mais faut pas oublier que vous avez été joueur pour les plus jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, et notamment vous avez connu cette frénésie, voilà, en tant qu'entraîneur, non pas en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur avec l'équipe de France, dans une équipe olympique. Et on le sent aujourd'hui dans ce J-100, on est déjà 100 jours avant dans la compétition, Raymond. Nous, c'était 100 jours avant, ça fait quelques mois. On n'était pas qualifiés encore, il me semble. C'était juste au niveau des qualifications. Enfin, on se qualifie au mois de mars. Oui. Pour les JO, oui. C'était ça. C'était les grandes discussions. La frénésie, non. C'était avec qui on va y aller, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'il faut préparer. Il y a le décalage horaire. C'était pas de la frénésie, c'était de la préparation, et c'était surtout une forme d'inquiétude, parce qu'on l'a vu ce qui était arrivé à l'équipe qui est allée au dernier JO au Japon, avec une équipe de remplaçants, enfin des joueurs la plupart des clubs n'avaient pas voulu laisser leurs joueurs. Nous, on avait encore un petit doute, on savait pas. On savait pas ce qui allait se passer, comment ça allait se passer, donc il fallait être vigilant, c'était un travail en sous-main. 96, on n'a pas donné la date. On ne pas faire de bruit, mais être présent, voilà, pour pouvoir récupérer tout le monde. Oui, 96, Étienne, on précise à Atlanta. Oui, c'était en 96. 96, Raymond, à Atlanta, mais Atlanta. Les JO sont toujours en doublon aussi avec l'Euro, rappelons-nous. En 84, la France gagne l'Euro et les JO après. En 96, il y avait l'Euro en Angleterre aussi. Et on voit le débat qui commence aujourd'hui pour quelques jeunes. Oui, mais c'est plutôt parce que derrière, il y a l'équipe nationale, et puis après, il y a l'équipe qui achète le joueur. Mais on va pas commencer un débat football là, mais il y a toujours, est-ce qu'il est suffisamment bon pour aller avec Léa? Est-ce qu'il faudrait pas le garder avec... Et là, il y a une médaille, il y a un vrai objectif de... Mais tu peux faire les deux, c'est-à-dire. Alors, j'allais poser la question à est-ce qu'on peut être à fond? Je crois qu'en 84, quand ils sont champions olympiques, la seule fois, c'est Albert Rust qui est le seul à faire les deux tournois. Gardien de but et troisième gardien de but avec. Voilà. Donc c'est difficile de mettre. Troisième gardien de but, tu vois. Il a fait l'Euro et derrière il a fait les Jeux Olympiques. Et bon, on a vu après le temps affirmé, quelques temps après, il a été en sur-régime. Voilà. C'est-à-dire, à un moment, c'est pas possible. C'est pas possible de ne pas jamais être sous pression. C'est des jeunes joueurs, ils vont récupérer, mais c'est une physique et c'est une charge mentale qui est énorme. Et pour moi, c'est difficilement compatible de se dire on fait l'Euro,
c'est la période des vacances, Ouais. on finit, on a fini le championnat qui a été dur, on part à l'Euro, donc avec une préparation, on revient, on enchaîne directement par au moins 3 semaines, si on va au bout, pour les Jeux. Et derrière, ils ont repris la compétition, ils ont repris au moins les entraînements et les matchs de préparation, et ça veut dire que jusqu'en décembre, on ne s'arrête pas. Ouais. Il y a un moment, et pour moi, je trouve que ça peut doubler. Voilà, c'est un avis, mais j'ai aussi un autre avis sur la présence du foot aux JO. Le sport est quand même le football est quand même le seul sport qui n'y va pas avec ses meilleurs joueurs. Exactement. Même le tennis. Pas faux. Ouais, pas faux. Et ben oui, et le foot, ils y vont. On est obligé d'y aller avec des moins de 23 ans. Tout ça parce que le CIO et la FIFA ne peuvent pas se mettre d'accord parce qu'ils veulent pas qu'il y ait doublons. Ils veulent surtout pas que les finances des JO et tous les sponsors qui sont ceux des JO qui ne sont pas ceux de la FIFA puissent se mélanger. C'est une grosse affaire commerciale, la mésentente. Mais tu peux prendre des joueurs quand même, Raymond. Tu peux prendre des joueurs. Tu peux prendre Mbappé si tu as envie ou Griezmann ou Benzema. Oui, et on peut droit à quoi, si 4 les clubs joueurs Non, si les clubs le veulent. Ah non, mais ça c'est encore. Non, mais c'est un autre débat. Tu parlais que des 23 ans. La permission, il y va pas. Ouais. Et on en revient toujours au même. Comme c'est pas une date FIFA, personne n'est obligé d'y aller. Même ceux de moins de 23 ans, ils sont pas obligés d'y aller. Même si eux, ils en rêvent, ils ont envie d'y aller. Mais la pression qui est mise par les clubs pour qu'ils n'y aillent pas, pour qu'ils soient en état. Et j'ai compris l'autre jour, Florian Maurice qui expliquait, il dit, moi, si on prend mes 4 joueurs, oui, avec les Rennais, si on prend mes 4 joueurs pour faire les Jeux Olympiques, ils seront pas là pour les premiers matchs. Si on fait des barrages d'Europa League ou de matchs, les premiers matchs d'Europa League, les étrangers, eux, ils auront leurs joueurs, et moi non. Et Monsieur Domenech, le maillot, la fierté nationale, le coq, Monsieur Domenech. Oui, c'est ça, le coq. Demandez à Florian Maurice si à la fin au début du championnat, il est viré de la Coupe d'Europe et qu'on dit que son recrutement, il n'est pas bon, ce qui va lui arriver. Le coq, ça ne va pas être un coq qui va le mordre, hein, ça va être un loup qui va Tu sais quoi, j'ai l'impression de parler au président du syndicat des entraîneurs, je sais pas. Et oui, à un moment, on ne peut pas tout mettre sur le dos des joueurs et des entraîneurs. Il y a l'organisation fait qu'il y a une impossibilité. Moi, je pense que le football, on devrait trouver un compromis avec un nouveau sport de foot, du five. On devrait mettre le five, et là, on aurait le droit de prendre les meilleurs joueurs. C'est le futsal et on le fait sur moins de temps, parce que le five, on peut jouer tous les jours, en plus, alors qu'au foot, on ne peut pas faire de match tous les jours, donc on commence les Jeux Olympiques avant les Jeux Olympiques. Ouais. Rappelons-le, parce que c'est impossible de caser tout le monde et tous les matchs. Donc ça n'a pas de sens. Le football au JO, comme il est là, n'a strictement aucun sens, aucune utilité. Alors, moi c'est clair. 2 remarques, Raymond. Voilà. On peut être hypocrite comme les. J'ai bien aimé ça. Voilà, non, mais je suis d'accord avec Raymond. Je ne l'ai jamais été. Ça a été mon grand tort et je ne le suis pas. Non, mais on peut être hypocrite comme les Espagnols qui font que les joueurs espagnols, les nationaux, sont obligés de répondre à la sélection espoir pour les JO. En revanche, les clubs ne sont pas obligés d'envoyer leurs joueurs étrangers. Donc c'est assez. C'est pas de l'hypocrisie. Non, c'est pas de l'hypocrisie. Non, mais quand je dis, c'est-à-dire, nous on oblige nos joueurs à nous. C'est comme si en France on disait, il est interdit comme tout le monde doit y aller, mais le PSG dirait, moi je peux pas laisser partir tel jeune ou tel jeune. Ils ont fait quoi les Espagnols ? Les Espagnols ont fait quoi ? C'est une loi. C'est l'État qui a décidé que les joueurs devaient répondre obligatoirement aux convocations de leur sélection, même pour les JO, même en dehors des dates. Exactement. C'est une loi. Voilà. Et nous, on a eu 4 ans parce qu'on a eu l'exemple du Japon, où on a eu une équipe avec toutes les difficultés qu'on a vues. On avait 4 ans pour faire la même loi en disant les joueurs de foot qui représentent la France doivent obligatoirement être libérés pour les JO. On aurait eu au moins tous les Français. Tandis que là, on n'est même pas obligé de l'avoir. Les Espagnols ne sont pas hypocrites, ils ont été efficaces. Quand je dis hypocrite, c'est-à-dire, chez nous, vous êtes obligés d'y aller. Après, les clubs, si vous voulez ne pas prendre vos internationaux étrangers et les garder chez vous, vous pouvez. Ah oui. Et je pense, dans ce que vous dites, Raymond, il y a aussi un boulevard qui s'ouvre, à mon avis, dans les années à venir, c'est pour le futsal. Parce que
Comme le rugby, par exemple, le rugby à 15 peut évidemment pas faire les JO, ça serait très compliqué. Je pense que le futsal, dans les années à venir, comme le basket 3-3 arrive dans le pareil. Je pense que ces sports-là risquent de mettre un pied assez rapidement. Et je serais pas surpris qu'ils arrivent prochainement dans les Jeux Olympiques de la jeunesse pour être testés sur l'audience, parce que c'est encore ça qui amènera tout le monde. Hein. Non, l'audience, je dirais, au jeu, l'audience, tous les sports font. Non, j'ai l'audience des sponsors, des partenaires. Pour avoir ça et pour avoir cette vraie audience qui attire tout de suite, il faut les stars. Je veux dire, si Mbappé fait le five, il y aura du monde. Oui. C'est ça. On a quelques joueurs de ce niveau-là, oui, ça remplira les salles. C'est comme quand on avait Zizou avec l'équipe de France au Stade de France, il jouait pas, tu avais 60 000 et tu avais 80 000 dans un match bidon, quoi. Voilà, on a besoin les gens ont besoin de stars, même pour les JO, surtout sur des sports comme ça qui le reste du temps ne sont pas mis en avant. Tout à fait. Si on fait juste du five avec ceux qu'il y a là maintenant, bon, ça pourra attirer, ça va mettre un coup d'éclairage sur le five, c'est très bien, ça peut être utile. Mais pour le moment, il n'y a pas de star dans le five. On ne connaît aucun joueur. Comme le futsal. Personne ne connaît un joueur qui fait du five à part sa famille. Oui. Mais c'est ça. Enfin bon, c'est ça. Il n'y en a qu'au des centres comme Zizou, où il y a aussi le futsal qui pourrait fonctionner un jour. Ouais, qui sait. Oui. Mais je pense que le futsal a plus d'avenir au JO que le foot en soi. Je pense le foot aussi. Avec les moins bons, encore une fois, c'est le seul sport qui a les joueurs, qui n'a pas les meilleurs joueurs au JO. Mais c'est pour ça que le président de la Fédération française de rugby, Florian Grill, dès la fin de la Coupe du Monde au mois de novembre, s'est réjoui avant même qu'Antoine Dupont officialise sa partition, s'est réjoui de le voir pour l'image, pour le développement du rugby. Il n'a même pas parlé de rugby à 7, il a dit seulement c'est génial pour notre sport. Dire que ça soit du rugby à 7 ou du rugby à 13 ou à 15, c'est pareil. Ça donne l'image du rugby et le rugby. Voilà, et il faudra arriver à faire au foot la même chose avec les meilleurs. Yeah. Si Mbappé il fait du five au JO, oui, ça aura un impact. Sûr qu'Antoine Dupont, ça aura un impact sur le rugby à 7. C'est sûr que c'est un sport complètement différent. Surtout le rugby. Ouais. Le rugby, c'est le rugby. Tout le rugby, toute l'Ovalie. D'accord. Ouais. C'est un bonheur d'avoir Raymond Domenech. Hein. Quel plaisir de retrouver Raymond en pleine forme, évidemment, comme sur l'équipe, le soir, aux côtés d'Olivier Ménard. Je ne vous cache pas qu'en même temps, je regarde Nadal. Il en est où, là? Parce que c'est son deuxième tour. Il vient de perdre le premier set, 7-5. Fabrice Santoro sera dans une demi-heure. Donc on va attendre la fin du match pour l'appeler peut-être, non? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, attendez la fin du match. Parce que là, je pense qu'il va être branché. Mais à l'allure où ça te va, une demi-heure, c'est fini. Hein. Aïe. Vamos, Rafa. On espère qu'il revienne. Merci Raymond, 1000 fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Sur Radio Sport. À très vite sur votre nouveau site de référence. Bye bye. Connexion établie qu'on va établir dans 2 minutes maintenant avec le foot féminin. Le temps, parce qu'il est 17h20 comme nous sommes dans les temps, d'une petite pause musicale, football féminin, puis boxe, et ensuite Fabrice Santoro avec nous à la fin du match Nadal. On fera un petit coucou à la 2 chevaux aussi, parce qu'on sera avec le patron de cette 2 chevaux électrique qui sillonne depuis ce matin les rues de Paris, intramuros, bien sûr. Et se faire marquer. Il y a des dédicaces partout maintenant. Il y a même les Allemands qui sont venus Dortmund voir la 2 chevaux. 2 chevaux bleu, blanc, rouge, électrique du Merry Club de Cassis qui est avec nous aujourd'hui. On dit Cassis, j'ai dit Cassis. Jean Tigana, il va me tuer là. Il y a des villes comme ça. C'est Bourg-en-Bresse, Tournu au lieu de Tournus. C'est pas Auxerre, c'est Auxerre. Hein. Et c'est pas Paris. T'as raison. Ni Chamonix, ni Saint-Tropez. 17h20. Envoyez la musique, à tout de suite. Tous les sports. C'est sur Radio Sport.